Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo très sympa dans mon beau petit bureau. Regardez-moi ce beau petit setup les amis. Vous avez peut-être vu sur le titre, bande de petits vicieux. Mais regardez qui on va accueillir derrière cette porte magique. Comment ça va? Ça va? Depuis le temps. Je savais pas à quel moment t'allais arriver. J'étais en panique. Oui, parce qu'il y a une petite mise en scène, regardez, on voulu faire Mais bien. sur un malentendu, j'étais de dos quand t'ouvrais, tu vois. Installe-toi. Alors, le orange, c'est Allez. la couleur. Bah ça me fait super plaisir de te revoir. On s'est dit, on va faire un truc de voiture sur circuit ensemble, on a des passions communes. On a des passions, attends. Toi, c'est une passion, moi, je crie et je suis sur le siège passager. tu Non vois. mais on est passionné, on aime bien les autos, on a envie de s'amuser. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu. On va aussi tourner une vidéo donc, sur ta chaîne, Tout à fait. un format que t'as pas spécialement l'habitude de faire. Un format que je ne fais jamais. Je montre un entrepreneur, on fait un petit peu le chemin et je finis évidemment sur l'investissement et sur ton portefeuille crypto. C'est un petit peu l'idée, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais fait il y a longtemps de faire venir des personnes pour parler vraiment de Bitcoin. L'entrepreneuriat me plaisante de plus en plus et c'est quand même certaines personnes qui s'intéressent aux crypto et pour certaines raisons et c'est ça que j'ai envie de poser dans une vidéo donc c'est la première fois que tu passeras une tête là-bas. Trop bien. Puis même, c'est vrai que sur ta chaîne, on a l'impression de te voir très souvent dans ton décor. C'est vrai, je bouge pas beaucoup. Et là, il est sorti de sa zone de confort, les gars. Ah, ça donne envie là, hein. Quand on regarde le tour, franchement t'as envie de démarrer quelque chose et de partir. Ah pour oui, voir ce que ça on fait. a fait le tour, on est passé devant trop de moteurs et trop d'engins. C'est vrai que des fois c'est irrésistible, même pour moi, j'essaye de sauter sur quelque chose, de bourriner 5 minutes et après je reprends ce que je fais. Ça m'arrive très souvent. Non. Ah si, tu peux demander au gars, je prends une moto, je pars dans les vignes, je reviens, je dis c'est bon, on peut tourner. le mec est stable. Ouais, ça, tout va bien. Il a un tank. Moi je suis très content de t'avoir à côté de moi parce que j'ai réagi comme le mec que j'étais à deux doigts d'insulter il y a quelques années. Toi aussi t'es déçu de ce bull run. Voilà. On n'a pas eu le bull run qu'on méritait. Je vois. C'est pas ce que j'avais prévu. Je vois tes vidéos. Alors, est-ce que c'est une catastrophe ou est-ce que c'est le paradis? Est-ce que c'est merveilleux? C'est vrai que on a des hauts, des bas, on voit de tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis concentré sur les actualités et puis j'ai vu mon portefeuille bouger, etc. Mais pourquoi je voulais qu'on fasse une petite vidéo ensemble pour que les amis comprennent? On va te présenter quand même pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Asher, les gars, combien d'abonnés à l'heure actuelle sur YouTube? Je vais vers les 800 000, je pense. Ah ouais, 800 000 les gars, vous vous rendez compte, c'est incroyable. 800 000 abonnés, C'est où tu parles d'un énorme. truc de niche, gros. Ah, je ne parle que de crypto-monnaie. C'est incroyable, mec. Et les quelques écarts que je fais venir des gens qui vont parler de crypto-monnaie. Ça veut dire que quand même l'environnement plaît beaucoup. Ça veut dire aussi que j'ai des appels d'air. Hein. Il y a des moments où je me prends 200 000 abonnés, c'est le moment le Bitcoin, et puis il y a des moments où t'es qui Ouais, en fait. Tu vois, tu prends 5 000 abonnés par mois, tu disparais. C'est vraiment impressionnant, mais ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'investissement de manière générale. Et ça montre aussi que c'est des vidéos qui plaisent et qui intéressent. Ce qui est vraiment intéressant à savoir sur ce que tu as fait toi, donc au départ, tu as créé une machine pour miner les bitcoins. Tout à fait. Pour miner de l'éther, ouais. Miner de l'éther. Et donc, tu as créé les fameuses machines qu'on vraiment posé beaucoup de questions à plein de gens. Moi, le premier, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je voyais les vidéos de Romain Laneri, mais il y a longtemps. Il y a 8 ans. Et je voyais ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a que des cartes graphiques? Comment le truc s'allume qu'avec des cartes graphiques? Et je me disais, mais il mine quoi? C'est quoi? Je comprenais rien, gros. Et quelques années après, je me suis retrouvé avec une ferme de minage ici, à faire venir des électriciens pour mettre des tuyaux, des câbles comme ça. Et gros, j'avais 200 cartes graphiques ici, tu vois, j'avais 300 000 € de cartes graphiques. Je savais même pas si t'étais au courant de ça. Non, il me semble pas que tu me l'avais dit. Je sais pas si t'as déjà échoué. Suffisamment, ouais. Ouais, suffisamment. Bah, malheureusement, tu sais, avec le temps, y a que les spectateurs qui se ratent pas. Ouais, Hein, d'accord. Elle est pas mal celle-là. Ça, c'est ma phrase en ce moment. La certitude est un luxe de spectateur. Non, j'ai foiré aussi pas mal de trucs, mais bon, là, la ferme de minage, je m'y prenais mal. Donc, attends, pour finir la présentation, c'était. Oh, je viens d'oublier le nom de la boîte au début. À la base, c'était Just Mining. Voilà, Just Mining. Voilà. Bah, c'était ça, parce que tu recevais une machine, tu la branchais à Internet, électricité, t'appuyais sur Start, Just Mining. Ah ouais, Et elle te faisait un virement à la fin du mois. incroyable. Mais ça, c'était vraiment nos débuts, c'était 2017, 2020, jusqu'à 2019, 2020, quoi. Incroyable. Et puis après, la boîte a évolué. Donc après, Meria. Tout à fait. Donc aujourd'hui, comment on peut le définir? Moi, je le définis comment? Tu vas peut-être m'insulter. Vas-y, non, mais vas-y, je suis très Moi, intéressé. Moi, parce quand que- les gens me parlent de toi ou que je leur parle, je parle j'ai l'impression que tu es un broker, une sorte de fonds d'investissement crypto dans lesquels les gens peuvent disposer d'un portefeuille et se mettre sur le marché des cryptos. T'as tout compris. On a 3 activités. La première, c'est broker. C'est-à-dire qu'on permet aux gens tu télécharges l'app, tu peux acheter, vendre et échanger de la crypto, mais surtout, générer des intérêts. C'est vraiment la plateforme sur laquelle tu fais dormir ta crypto-monnaie pour augmenter la quantité, quoi. La deuxième activité, c'est comme un fonds, entre guillemets. On fait de la gestion discrétionnaire. Tu viens, tu signes un mandat, tu nous confies de l'argent et on la gère pour toi. Ça, c'est notre deuxième activité.
Je sais. Voilà, ce n'est pas à moi de broquer la confidentialité, j'ai pas le droit de divulguer le nom de mes Et clients. d'ailleurs, on précise juste avant que tu finisses pour la dernière activité de Meria, c'est pas un placement de produit, quoi. C'est pas. Mais dans le doute, je vais quand même vérifier si t'avais gagné ou perdu chez nous avant de venir. Tu vois, on sait jamais, histoire de. Tu sais que tu te prennes une grosse baffe sans comprendre. Est-ce qu'on est sur une bonne ambiance ou pas pour la vidéo? Ouais, c'est ça. Non, mais en gros, les gars, on est potes, quoi. Je veux dire, on s'écrit, on s'appelle régulièrement, on fait des vidéos ensemble. Je veux dire, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de truc dissimulé. Hein. Je préfère être clair et net. Ça fait plaisir de parler de l'activité d'un pote qui s'est développé, comme lui parle de la mienne. Tu veux faire un placement? Ouais. Tu me proposes combien? Ah bah on en rediscute, mais là la prochaine il faut qu'on fasse ça. De toute façon, si jamais un jour on développe quelque chose, ah t'es faut chaud, qu'on travaille avec toi, vraiment... sans plaisanter. Ah ouais. Sans plaisanter. Non, si à un moment on fait vraiment quelque chose, on va passer par quelques personnes de confiance et quitte à bosser avec quelqu'un. Eh bah écoutez les amis, c'est vous qui allez décider, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de placement de produit, ou il y a très très longtemps et ça a été des échecs. Mais faut aussi. au moins qu'on te fasse un code de réduction pour les gens qui arrivent, qu'ils aient du cash gratuit sur leur compte. Ouais, voilà. Mais en tout cas, les abonnés, les amis, si vous avez envie qu'on fasse un truc avec Cacheur, c'est vous qui déciderez, parce que c'est vrai que j'ai jamais l'habitude de faire des placements de produits. Mais là, c'est quand même plutôt mettre en avant la boîte d'un pote. Pourquoi pas? On verra si les abonnés sont OK. Avec plaisir. Ou si vous me dites dans les commentaires, non, gros fumier, essaye pas de nous la faire à l'envers. Tu t'es engagé, tu fais pas de placement de produit, je fais pas de partenariat. Et bah ok, je dirais ok, puis je te dirais bah désolé. On voulait juste vous donner de l'argent en plus. Voilà, mais c'est comme ça. Mais de toute façon, il n'y a pas de magie. Quand une plateforme elle t'en donne, c'est pour attirer du client. Bah ouais, c'est ça. Non mais là, l'idée c'était aussi, donc comme le titre de la vidéo, c'est de dire c'est quoi les cryptos en 2025 et juste si tu peux finir, parce que je t'ai coupé la parole tout à l'heure, sur les dernières possibilités de l'entreprise. Dernière possibilité, c'est un métier qui est purement technique que les gens voient pas, mais en gros la blockchain c'est décentralisé, il n'y a pas de banque, mais il faut quand même des gens qui vérifient les blocs et les transactions. C'est ça notre métier technique. Les gens le voient pas, mais quand tu génères 7% d'intérêt sur une crypto, c'est parce que la plateforme, soit elle passe par un externe, des fois c'est nous, et nous on va sécuriser la blockchain nous paye, et on donne cette commission au client en gardant une part. C'est ça notre vrai métier technique, ça s'appelle le stacking. Ouais. À l'inverse du mining, de Bitcoin avec des machines, nous on fait du stacking. Et tu faisais pas ça au début? On faisait pas ça au début parce que on a voulu livrer des machines à des particuliers, des machines financières. DHL casse une machine sur 3. Oh. T'as 30% de marge. Ah bah tu vois ton bilan, 1 année, 2 années, tu te dis bon bah alors soit on change de modèle et on pivote, soit il n'y aura pas d'année 3. Et voilà, on a pivoté et aujourd'hui on est une cinquantaine, on est régulé par l'AMF et maintenant on est en train on a déposé puis on est en train d'obtenir une licence européenne pour pouvoir exercer sur le sol européen et proposer des produits financiers. Ça s'appelle MiCA. Tout à fait, la licence MiCA. Incroyable. Une crypto asset. Trop bien, franchement c'est ouf. Un plaisir. C'est ouf, ça fait plaisir de voir que moi j'ai connu toute l'évolution. Just Mining, j'ai vu les premières vidéos avec Romain Laneri qui étaient trop intéressantes, que j'ai jamais rencontré je crois. Romain Laneri? Ah moi bah, pour le coup, plusieurs fois. Mais moi je suis assez proche de lui et c'est l'un des premiers qui, en fait comme toi, c'est des mecs qui m'ont passé un coup de fil en mode viens, je suis là en mode les gars, moi j'ai pas de budget de C-Live, mais on t'a pas demandé de budget, on te propose de parler de crypto. Et moi j'arrive, évidemment. Surtout au début, puis Romain il m'a connu, j'avais 30, 40, 50 000 abonnés, c'était ridicule. Donc il m'a tendu la main au début et depuis je le fréquente toujours, je le vois de temps à autre. Il est adorable, mais c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, mais je pense qu'on s'est jamais vu. Bah, ça arrivera peut-être un jour. Les cryptos en 2025, qu'est-ce qui a changé par rapport à cette époque où on avait fait cette dernière vidéo qui doit avoir 3-4 ans? Est-ce que le profil investisseur a changé? Est-ce que la peur de ce qu'on appelle tout le temps, parce qu'il faut dire la vérité, on peut rentrer très loin dans les détails de la crypto-monnaie, le commun des mortels qui se disent « c'est trop volatile, j'ai peur ». C'est vrai. Est-ce que tout ça, ça a changé? J'ai quelques petites réponses ou j'en présume quelques-unes, mais... Il y a un truc qui a changé, c'est que beaucoup de gens regardaient le marché comme si c'était des cycles. 2017, il y a le halving, tu sais ce moment où il y a 2 fois moins de nouveaux bitcoins, ça vient créer un effet de rareté, le bitcoin explose. Les particuliers arrivent, toutes les crypto-monnaies explosent. Et ça s'effondre en 2018, ça s'effondre. C'est parti de 3000, ça monte à 20 000, ça descend à 7. Ça a rebaissé. 2021, t'as ça, plus effet Covid, les premières grandes entreprises investissent, Tesla, tout le bordel, ça monte encore plus haut. Record 64 ou 65 000 $. Tout explose, et là, comme toujours, 10 fois plus de personnes s'intéressent aux cryptos, en plus les gens sont chez eux, ils ont peur, ils s'intéressent à l'investissement, d'ailleurs je sais pas si t'as vu, mais depuis or, métaux précieux, actions en bourse, tout le monde commence à acheter des actions dans son coin, tu vois, les crypto-monnaies explosent à fond, encore une fois, rythmé par le Covid, mais aussi par le halving, ce fameux moment tous les 4 ans où Bitcoin devient plus rare, pour simplifier. Là, tout le monde s'attendait à la même chose en 2024. Tout le monde s'est dit, bon, 2024, halving, on connaît, quelques mois après, ça pète, et Bitcoin bat son record. Et, dans la logique des gens, Bitcoin bat son record, toutes les autres crypto-monnaies vont battre leur record. Et là, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est déjà BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde, a obtenu ce qu'on appelle le droit de faire un produit sur un ETF spot. En gros, c'est un produit financier où quand on achète 1 euro, bah, eux, ils achètent 1 euro de Bitcoin. Mais du coup, toi, t'as pas à garder la crypto. Tu sais comment mettre l'ETF dans ta compta, alors que le Bitcoin, ils savaient pas trop comment mettre le Bitcoin. Bref, ça permet à des gros fonds massifs d'investir. Et là,
ça a été vu comme le signal absolu. Bitcoin bat son record avant même le halving. Du jamais vu dans l'histoire des cryptos. Ouais, alors, le halving, pour revenir dessus, les amis, c'est comme une action ou une entreprise qui va garder le même montant, mais diviser le nombre d'actions et en faire plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une action à 50 balles, t'en as 2 à 25. Non. T'auras jamais plus de 21 millions de bitcoins. Ouais. Jamais plus. Par contre, au début, il y en avait 50 toutes les 10 minutes qui étaient distribués aux mineurs, aux fameux ordinateurs que t'avais dans le salon. Et au bout de 4 ans, l'algorithme fait comme une mise à jour en fait, et il n'en distribue plus que 25. Donc quoi qu'il arrive, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Par contre, c'est pas la valeur en fait si tu veux, mais c'est la quantité qui est divisée par 2 de nouveaux jetons. Et donc dis-toi que les mineurs de crypto-monnaie, d'une minute à l'autre, quand le halving arrive, bah, s'ils passaient de 0,1 bitcoin, ils passent à 0,05. Et donc eux, soit ils sont plus rentables et ils débranchent leur machine, parce que ça coûte plus en électricité qu'en bitcoin, soit le bitcoin monte, et ils arrivent à maintenir la rentabilité. Et ça venait créer un effet de rareté, mais dis-toi qu'aujourd'hui, sur les 21 millions de bitcoin max, il y en a plus de 20 millions qui ont été distribués, qui circulent. Donc les mineurs se battent les poussières de ces derniers millions qui est distribué au fil du temps. Incroyable. C'est beau expliqué comme ça. En fait, vraiment. Non, mais j'ai voulu faire une énorme comparaison, tu sais, parce que ça arrive en fait beaucoup. Et alors il y en a qui comparent ça avec le halving, mais quand il est split. Voilà, c'est ça, ouais. c'est ça. J'aurais pas dû prendre le cet split d'action pour augmenter la liquidité. C'est et ça. faire Et les en fait, ça la première fois que ça m'est arrivé, j'ai pris une baffe, gros. J'ai vu les montants, mais en fait, ce qu'ils mettaient, ceux qu'ils ont divisés, mais qui te donnent en plus, ils te les donnent 3 jours après. Donc je me suis retrouvé sur des lignes. Gros, donc tu t'es demandé si tu t'étais fait voler, quoi. Ah bah ouais, gros, j'avais des lignes où j'avais 300 000 balles, gros, je suis arrivé, j'ai vu qu'il en manquait au moins la moitié. Dit, parce qu'en plus, théoriquement, si je dis pas de bêtises, c'est du 1 pour 1. C'est ça, t'as 300 avant, t'as 300 après, quoi. C'est ça. Donc si tu veux, sur le coup, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Mais ils divisaient les trucs, mais c'est un peu, je m'étais mal exprimé, voilà. Bitcoin a pété, du coup. Voilà, ça a pété. Les scores, 120 000 $, donc record absolu. Avant même le halving, les gens se sont dit, il y a le halving, il va se rarifier derrière, ça va péter encore plus. Et là, il s'est passé 2 trucs. Déjà, Bitcoin est monté, mais pas le reste. Même pas l'Ether, qui était la 2e plus grosse crypto-monnaie, qui a même pas aujourd'hui tapé son record, pour plein de raisons, mais surtout le fait qu'il y avait tellement de gens qui attendaient que ça monte, bah t'avais beaucoup de gens prêts à vendre, et c'est des institutions, c'est des banques, c'est des grosses entreprises qui se sont régulées et qui, grâce aux ETF et à ces produits, ont pu investir en crypto. T'as pas la même euphorie qu'en 2017 ou 2021 où n'importe quel particulier pétait un câble, prenait son téléphone et allait en acheter. Ouais. Donc il y a des particuliers qui arrivent, mais c'est linéaire, c'est croissant. Le côté explosif de 2017 et 2021 était pas là, et surtout, il y avait beaucoup plus de projets, beaucoup plus de crypto. Donc tu avais beaucoup plus d'offres et pas vraiment plus de demandes. Et donc tu as des gens, même moi, où j'avais vendu du Bitcoin quand il était vers les 80, 90, je me suis dit ça monte trop vite, donc j'en vends déjà une partie pour acheter de l'Ether, parce que le reste va arriver comme toujours. Ça fait 3 fois que je me fais sick, ça fait 3 fois qu'à chaque fois je me dis non, ce sera différent cette fois-ci. Et voilà, c'était différent cette fois-ci. Et du coup, bon bah là, la morale de l'histoire, c'est que c'est Bitcoin qui a été le pivot qui a tout monté et qui a une sorte de frustration sur les autres crypto-monnaies. Il y en a certaines qui ont tiré leur épingle du jeu, il y a eu des super projets, mais tu as beaucoup de plus petites crypto-monnaies, elles ont eu leur heure de gloire et elles ne l'ont pas de nouveau, alors que beaucoup de gens étaient positionnés par 4 degrés dans l'eau en espérant qu'il y ait une vague, et non, toujours pas de vague. Les gens attendent pour la surfer, mais il n'y a rien. Bah on était beaucoup quand même à se dire, waouh, le Bitcoin, il a 25 000, il ira jamais à 100K. Il ira jamais à 100 000, c'est un... Je me disais, moi dans ma tête, je me disais, mais c'est impossible, vas-y. Et en fait, j'ai eu la réaction que beaucoup, quoi. C'est 4 ans, 3 ans, où t'es là, t'as mis tes sous. T'as été rentré quand? Moi je l'ai acheté à 24 500, un truc comme ça, le Bitcoin. Donc je l'ai bien acheté. Ouais, bah t'as vu, hein. Si t'as regardé mes comptes avant. C'est vrai. Mais en fait, quand t'es arrivé chez nous, t'es arrivé en crypto. Ouais, donc t'as un historique qu'on n'a pas en fait, si tu veux. Avant j'étais chez un autre broker, et donc ça a duré 3 ans, 4 ans, où j'avais mis, je sais plus, je pense à peu près, je sais plus combien, je pense 100 000 €. Et j'étais redescendu à 40 000, quoi. 44. Ah ouais, quand t'as déposé chez nous, c'était tes 100 000 € transformés, en fait. Ouais, transformés en 40 000. Et ça avait descendu comme ça, mais pendant 3 ans, 4 ans, je me disais, ça fait longtemps que je suis qu'à 40 000, je m'étais dit... Mais t'as tenu, hein? J'ai tenu. Ah, j'ai tenu bon. Ah, fallait, hein? J'ai tenu bon, et il fallait, mais j'ai le profil du mec en bourse, tu sais, qu'attends. Ouais. Aucun événement me fait peur. Et je me suis dit, le jour où ça va augmenter, j'avais peur d'une nouvelle variation. Et si tu veux, quand j'ai vu 100 000, j'ai dit, j'ai vu Donald Trump qui passe et tout, j'ai vu 100 000 balles, j'ai fait ring.
j'ai retiré ma plus-value et j'ai gardé mon investissement. C'est vrai. Et donc, Mais t'as toujours plus que ce que t'avais déposé au début et t'as déjà retiré presque ta mise. c'est ça. Donc, C'est à toi de le dire, j'aurais pas dû le... Si, c'est ça, c'est vrai, mais on peut dire que j'ai été un des grands gagnants de la tenu crypto. à ce point. Hein, que Si, j'ai tenu. Et puis tu vois, la capacité de prendre ses profits aussi. Ouais. Tu sais, on est là en mode toujours rester ou pas. Il y a peu de gens qui sont capables de... En fait, faut avoir été dans le rouge un moment pour savoir ce que c'est du vert et pour se dire là, faut bouffer là. Ouais, c'est ça, exactement. de... Mais c'est important d'être quand même pédagogue comme ça sur Internet parce que je fais partie, je pense, de beaucoup de gens qui se disent allez, c'est le moment, on est en plus-value, on sort. Ça y est, ça a fonctionné. Mais il y a aussi beaucoup de gens, je pense, qui ont été un peu déçus, dégoûtés des cryptos et qui après font la mauvaise publicité sur la volatilité des crypto-monnaies en disant les gars, j'ai investi au mauvais moment, le mec qui a acheté à 100 000, est-ce qu'il va pas avoir 4-5 ans où ça sera en dessous? Et encore, tu as eu du Bitcoin, il y a des plus petites cryptos auxquelles... Enfin, moi je sais qu'il y a des petites crypto-monnaies où je sais qu'il y en a une sur 10 qui va marcher. Ouais, non mais moi j'ai acheté donc, de l'or. Tu vois, moi j'ai acheté de l'or, hein. J'ai acheté Bitcoin, Ether. Après, j'ai signé un papier en disant s'il te plaît, gère pour moi. Et là j'ai vu plein de trucs. Mais tu vois, il y a des pancakes virtuels. Mais c'est vrai qu'on a tendance surtout que on a différents types de mandats et tu as voulu un mandat où il y avait d'autres choses. Ouais. Mais il y a une réalité, c'est qu'on fait pas de magie. Ouais. C'est-à-dire que si tu avais été chez nous l'année d'avant, peut-être qu'on ne serait pas descendu à 45, mais étant donné qu'on a été surpris par le marché, il y aurait quand même eu une baisse. C'est-à-dire que nous, notre job, c'est quand le marché se casse la gueule, tu perds un peu moins chez nous que si tu t'avais géré tout seul. Et quand le marché explose, on va essayer de prendre 20 ou 30% de plus. Mais quand tu as tout le marché qui est dans le rouge, c'est pas parce que tu es chez nous qu'on va faire de la magie en fait. C'est quoi, sans donner la recette secrète, c'est quoi votre taf pour toujours essayer d'anticiper une perte, d'anticiper un truc? Vous faites quoi? Vous êtes beaucoup plus réactif, vous regardez tous les jours, vous êtes comme un trader qui est sans arrêt en train de regarder les indices. Voilà, chez nous, pas du tout. C'est-à-dire qu'on est toujours devant les marchés. Donc là où on est capable de prendre la décision, c'est qu'on est capable de racheter quand ça baisse. Là où généralement les gens ils se disent je vais attendre que ça... Là on rachète. Donc tu as toujours dans ton portefeuille aujourd'hui une part, peut-être 30% qui est en cash, en attendant. Parce que s'il y a une grosse chandelle cette nuit, nous on va la saisir. Et on va te faire rentrer plus bas pour faire baisser ton prix moyen d'achat. La deuxième chose, c'est qu'on est capable de vendre. C'est-à-dire que si à un moment il y a une vraie grosse perf, nous on est capable pour toi de vendre et de repasser en cash. On peut pas sortir ton mandat, mais on peut te passer en cash. La deuxième chose, c'est qu'on fait du quantitatif. J'en ai aucune idée de comment le prix de l'Ether va monter ou descendre. J'y crois à 5 ou à 10 ans. En attendant, si tu as un Ether au début de l'année, à la fin de l'année, tu auras 1,04 Ether. Parce qu'on prend cet argent et on fait du stacking, on valide des blocs et on génère des intérêts. Ce qui fait que quand ça baisse, si tout le monde perd 30%, toi tu perds 24 sur l'année, et quand tout le monde gagne 30, toi tu gagnes 36. Et donc sur 5 ou 6 ans, à gratter des 7 ou des 8% par an, on fait la différence. Et le tout dernier point, c'est qu'on essaye de regarder les tendances, surtout aujourd'hui où le marché a changé. On regarde les quelques niches, intelligence artificielle, ce qu'on appelle aussi les fee switch, les projets qui utilisent leurs revenus pour racheter leurs tokens et donc diminuer le volume qui circule pour augmenter sa rareté. Et on va positionner ton argent sur une exposition qui te ressemble, plus ou moins risquée, sachant que le moins risqué chez nous, c'est très risqué, c'est du Bitcoin, tu vois. Oui. Mais le plus risqué, c'est du Bitcoin, de l'Ether, très peu de cash et des altcoins, c'est-à-dire ce qu'on appelle des small caps, des petites capitalisations, où là, des fois, on a 1, 2, 3 projets qui meurent et t'en as un qui fait x8, bingo. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est beaucoup d'analyse fondamentale, mais nous ne faisons pas du trading, c'est-à-dire que on a des indicateurs qui, quand on veut rentrer, nous disent si c'est le bon moment ou pas, mais on va plus regarder le projet, sa supply et la façon dont le projet se développe, est-ce qu'il est en tendance ou non, plutôt que de faire de l'analyse parce que c'est tellement biaisé aujourd'hui. Les projets sont jeunes, les market makers font ce qu'ils veulent. Suffit qu'une team dise, il y a des projets qui eux-mêmes rachètent leurs cryptos, du jour au lendemain ils font monter, et toi t'es là en mode je l'avais pas vu dans mes lignes. C'est normal, tu peux pas avoir ça, tu vois. Donc on ne fait pas de trading, mais on gère. Vous analysez bien quand même pour pouvoir anticiper, et comme tu dis, du stacking, si tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est pour que les gens comprennent l'utilisation de cet argent qui permet de créer ces intérêts. Le mining, c'est une course. Tu mets un ordinateur, il fait des calculs, et il essaye de résoudre une équation. C'est comme si toi et moi, on avait exactement la même équation à résoudre, on avait un x dedans, mais qu'on était bête et méchant, on remplaçait x par 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que par chance, tu gagnes ou je gagne. Ce qui est cool, c'est comme c'est du hasard, on ne sait pas qui va sécuriser le prochain bloc de transaction, et donc c'est très dur de corrompre la personne, tu sais pas qui va gagner. C'est comme ça que fonctionne Bitcoin, toutes les 10 minutes. Ça s'appelle le Proof of Work, notamment ça consomme de l'énergie pour sécuriser le réseau, et tu peux pas falsifier de l'énergie. Donc c'est une monnaie qui est basée sur l'énergie, bref, c'est formidable. Mais c'est pas le sujet. Le stacking, c'est une version qui consomme beaucoup moins d'énergie, jusqu'à 1000 fois moins d'énergie, où en gros, on arrête de courir. C'est pas une course où toi et moi, on consomme tous les deux. C'est plus si toi, tu as 50% de la crypto-monnaie, et moi, j'ai 50% de la crypto-monnaie, ça va tirer au hasard l'un de nous deux. Tu as le côté hasard, on n'a pas à courir. Tu sais que si tu as 1% de la crypto, tu auras 1% des transactions à valider.
Et donc en gros, c'est comme un serveur informatique qui est connecté au réseau. Les gens viennent staker en disant, moi, mes 1000 euros, je veux que ce soit Meria qui s'en occupe. Et à ce moment-là, nous, on a du poids, on a de la force, qu'on appelle le stacking. Plus on a de poids, plus la blockchain va nous donner des blocs à vérifier, et donc des commissions qui seront payées. Et en gros, tu sais qu'en fonction de la crypto-monnaie, tu participes à la sécurité du réseau, tu es payé en crypto, toujours la même, hein. Si tu sécurises Ether, tu es payé en Ether, si tu sécurises Chiliz, tu es payé en Chiliz, pas de magie. Et nous, on peut dire à notre client, si vous bloquez 1000 euros de Chiliz, vous allez avoir 7% de Chiliz en plus par an. Sans savoir si le prix va monter ou descendre, quantitativement, si vous en avez 1000, à la fin de l'année, vous en aurez 1070. Et c'est hyper technique, mais c'est tellement intéressant. C'est ça, c'est comme si tu étais payé tes dividendes en morceaux d'actions. En fait, c'est ça, exactement. Mais c'est le cas, c'est le cas. Tout à fait. J'ai des lignes d'actions où tu as tous tes dividendes qui reviennent directement dans l'action et pas dans forcément en l'action. portefeuille. Ah ouais, t'as le buyback automatique. Voilà. Ça, Là, c'est ça. Et la blockchain, en échange, elle te demande un travail. Et ça, c'est notre travail à nous. Le serveur informatique qui vérifie les transactions, qui vérifie que si tu as un bitcoin, t'en dépenses pas deux, parce que sinon, t'as pas le droit, ça ne répond pas aux règles de sécurité de la blockchain. Ça, c'est ce qu'on fait. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous montrer ce petit calendrier de l'Avent devant la Golf qui est bientôt fini d'être peinte, mais ça, c'est un autre sujet et c'est la chaîne principale, les gars. On n'est pas ici pour parler de ça. Petit calendrier, les amis, de l'Avent, disponible sur notre petit site internet. On a été sold out, mais on a remis du stock. Mais par contre, c'est encore limité. Voilà, il y aura pas un troisième réassort, les amis. Les chocolats, il y a dedans, ils sont tous différents et ça, ils ont tous changé. C'est vraiment genre qualité de ouf, vraiment, je vous promets. C'est vraiment genre upgrade de malade sur le goût des chocolats, c'est vraiment une dinguerie. Et en plus, dans les petites cases se cachent des baptêmes en avion et en hélico que je me ferai les plaisirs de vous faire, les amis, pour les gens qui vont être tirés au sort. Donc si vous voulez, vous pouvez aller sur mon petit site internet, c'est dispo, en stock. Et les gars, retour à la vidéo. J'avais une question importante aussi que je pense beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, comparé à l'époque là où on a vu plein de choses, des gens qui, tu pouvais commencer à acheter une maison, la financer en crypto-monnaie, on voit des garages auto, paiement en crypto-monnaie, etc. Est-ce que ça s'est vraiment développé comme on a vu sur les réseaux sociaux, comme on a entendu? Est-ce que vraiment il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent une maison en crypto-monnaie? Est-ce que vraiment il y a des financements en crypto-monnaie? Est-ce que vraiment il y a beaucoup de transactions, d'achats de montres, de trucs officialisés dans des bâtiments, dans des garages, des institutions où tu peux vraiment payer en crypto? Est-ce que c'est courant ou est-ce qu'on est enfumé par tout ce monde d'internet? Alors, sur du paiement journalier, payer en crypto, c'est assez rare. Je te parle de vraiment payer en crypto. Genre, tu as un QR code et je t'envoie du bitcoin. Ça, c'est rare. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les cryptos sont couvertes par les réseaux comme Visa, Mastercard. Tu as un compte sur un exchange, tu as une carte, tu peux payer en bitcoin. Et en gros, ce qui se passe, c'est... Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas payer en crypto, c'est de la compensation. C'est-à-dire que Visa va te prendre 100 euros de bitcoin sur ton compte et va payer le commerçant 100 euros. Mais la boulangerie ne reçoit pas des bitcoins, tu vois, elle reçoit des euros. C'est exactement ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, c'est commun partout. Pourquoi? Parce que le bitcoin et la plupart des grosses crypto-monnaies sont acceptées comme méthode de règlement. À partir de là, Visa et Mastercard le font. Il y a un nombre de cartes de paiement crypto, je ne saurais même pas te les citer tellement c'est nombreux. Tout le monde peut payer n'importe où dans le monde avec ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que dans la pratique, payer en crypto, bitcoin est volatile, le réseau il est assez long. Pour payer, c'est pas forcément bitcoin le mieux. Tu une paire de pompes à 100 euros, tu sais pas si elle t'a coûté 130 ou 80. Et puis des fois, tu vas payer tes 3 euros de frais de transaction et le commerçant va te retenir 20 minutes pour être sûr que la transaction soit validée dans un bloc. C'est pas pratique. Ouais. Par contre, tu peux payer si tu as le bitcoin sur une plateforme d'exchange et qu'elle te propose une carte, tu payes instantanément. Aujourd'hui, la plupart des banques, notamment en Suisse et ça arrive en France, te proposent le collatéral pour un prêt lombard. En gros, tu as 1 million d'euros de bitcoin, 100 millions, soyons fous. Ils vont te prêter, par exemple, 60 à 70% de ce montant-là en euros. Et évidemment, tu vas payer des intérêts, c'est comme ça que ça marche, mais ils acceptent le Bitcoin comme caution et comme collatéral. Et d'ailleurs, maintenant, tu as l'ETF sur Bitcoin. Donc si c'est pas Bitcoin, tu peux mettre en caution ton ETF. Ah ouais, ça je savais pas que c'était rendu à ce point-là. Totalement. Maintenant, donc, et encore en France, on est un peu à la bourre. Alors, mais genre en Suisse, c'est vraiment... Donc les mecs font donc les mecs viennent bloquer. Ou quand il y a un collatéral, ça veut dire, pour que les gens comprennent bien, ça veut dire que si sur ton portefeuille, tu as, comme tu disais, 1 million d'euros de Bitcoin, est-ce que tu dois les bloquer ou est-ce qu'une fois que tu as fait ton crédit, tu peux sortir des Bitcoins? Ah non, pour le coup, c'est ce qu'on appelle, en fait, tu as ce qu'on appelle un volume en fonction de ta LTV. Donc si par exemple, tu as 70% et que tu mets 1 million, ils veulent bien te faire un prêt de 700 000. Par contre, pour débloquer tes Bitcoins, il faut rembourser ton prêt. D'accord, ok, d'accord. Et le truc, c'est comme le Bitcoin bouge. Si Bitcoin baisse de 30%, ils peuvent t'appeler en te disant, alors c'est très simple, soit tu rajoutes de la caution, soit on prend la caution et c'est finito.
Mais D'ailleurs, là- la blockchain fait ça elle-même. Hein. Tu peux prêter du bitcoin pour... Et les gens disent, mais pourquoi prêter du bitcoin pour ça? Bah, le bitcoin, tu peux ne pas vouloir le vendre. Bah tu oui. veux le laisser sur le long terme. Ah, t'as quand même besoin de bouffer. Tu peux peut-être financer Bah oui. une entreprise ou un truc. Ça te permet de faire travailler ton épargne. Et pourquoi les gens font ça? C'est la question qu'ils vont se poser, j'imagine, quand ils regardent cette vidéo. Pourquoi, si les gens ont l'argent, entre guillemets, en bitcoin, pourquoi ne pas tout de suite la transformer et puis avoir des réserves en cash pour avoir un financement accepté par ta banque? C'est ta conviction. Ta conviction, c'est que le bitcoin va se valoriser sur le long terme. Voilà, ta on est conviction, d'accord, c'est que c'est un or numérique. Tu peux pas le vendre. C'est que ça la raison. Ou alors, le rendement. Bitcoin, t'as pas de rendement dessus. Alors que, imaginons que tu trouves une banque qui veut bien te prêter des dollars en échange de tes bitcoins en réserve contre 3% d'intérêt. Ben toi, t'as 700 000 euros, tu peux peut-être faire 5 ou 6% d'intérêt dessus. Ah oui, d'accord. Et donc, tu fais 3%, enfin 3% de delta sur 70%, donc tu vas sortir des rendements sur ton bitcoin. C'est ce que font certaines Bitcoin Treasury Company. Des boîtes où, en gros, elles lèvent de l'argent pour acheter du bitcoin. Pour relever de l'argent pour acheter du bitcoin, ils font que ça. Oh, c'est fou. Et donc c'est pas une illusion Non. de la personne derrière son écran. Il y a vraiment un vrai développement. Il y a vraiment des mecs qui L'illusion, achètent des c'est baraques. les gens payent tu vas t'acheter ta voiture et tu payes. Il y en a, les Galeries Lafayette à Paris qui acceptent ça. Il y a des concessions Ferrari qui ont accepté les cryptos, mais c'est un coup de com'. En fait, c'est comme si je te disais, on accepte le dollar. Bitcoin, euro, dollar, franc suisse, c'est une méthode de règlement et les cryptos sont communément acceptés et même promulgués partout. Hein, Stripe, Visa, Mastercard. Donc là, le mec qui paye avec sa carte dans les Galeries Lafayette, il y a un bitcoin qui se déplace réellement ou pas? Ah, bien sûr, mais t'as des gens, tu le sais pas, mais sur ta boutique, avec ton merch, t'as des gens qui payent en crypto. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais toi, ouais. tu le vois pas. Mais alors du coup, ça comme tu dis, le bitcoin se déplace, mais c'est quand même que de l'échange d'euros en euros, quoi. C'est ça, bah en fait ça va être le réseau ou la plateforme qui va compenser. Visa va envoyer de l'argent à ta boutique, le client lui va perdre sa crypto-monnaie et Visa ou la plateforme d'échange va faire la conversion crypto contre euro. Mais ça on le voit pas. Et tu peux accepter d'ailleurs directement de la crypto et même la garder dans ta trésor. Ouais. Si jamais un jour tu penses à ce genre d'idée-là... C'est vraiment intéressant parce que ça a été quand même je me rappelle d'avoir écouté beaucoup de podcasts là-dessus où les gens justement ils se disaient mais est-ce qu'un jour on va vraiment financer des baraques et tout? Est-ce qu'on va vraiment aller aussi loin Oui, dans le on réseau y crypto, est quoi. déjà. Et je te parle pas de certains pays qui en ont fait une monnaie nationale. Ouais, mais j'ai vu ça Des aussi. trucs qui ont... Enfin, la plupart des banques, tu te rends compte, par exemple, t'as des dichotomies de fou, genre le CEO de JP Morgan qui disait Bitcoin, c'est pourri, ça repose sur du vent, ça n'a aucune valeur. Ils ont annoncé la semaine dernière que Bitcoin était accepté en caution pour les prêts. Incroyable. Tac, quelques années. BlackRock, plus gros fonds d'investissement au monde, ils ont lancé l'ETF Bitcoin. C'est le produit le plus rentable, avec le plus gros démarrage successful de toute leur histoire. Alors là, Plus que la retraite, plus que l'or. les gens l'achètent, cet ETF Bitcoin, Ouais. via un broker comme toi. Tout à fait, sauf que c'est pas un broker spécialisé crypto. Nous, du coup, on est prestataire sur actifs numériques. Eux, ils vont passer par une boîte qui distribue des parts de fonds d'investissement ou des produits financiers traditionnels. Incroyable. Parce que là on subit et on constate vraiment l'évolution de la crypto où on se disait est-ce que ça va pas stagner encore 5 ans? Est-ce que ça va vraiment se développer? On est où là? Le train, il est où là? On est au début? On est encore au début? Pour moi- on est bien engagé ou C'est dur de répondre parce que tu sais, tu as toujours Bitcoin, le reste Ouais. et la technologie. Tu sais, c'est genre Google. Ouais. Tu me parles de 3 autres sites qui ont le potentiel de devenir Amazon, mais tu sais pas encore qui sera Amazon, et Internet. En une réponse, c'est dur de te dire, tu vois. Ouais. La technologie, on n'en a plus aucun doute. Ce qu'on peut faire, pour moi, Bitcoin et la blockchain, il n'y a plus de sujet. La blockchain, c'est incroyable, c'est une façon de faire circuler des transactions, qu'elles soient financières ou que ce soit plein d'autres choses. Et Bitcoin, c'est, entre guillemets, en phase de devenir un or numérique. Une valeur de réserve, pas une valeur refuge. Parce qu'une valeur refuge, c'est encore trop volatile. Beaucoup moins. T'as vu, quand Bitcoin bouge maintenant, il est rarement divisé par 2. Ça arrive que ça bouge, mais maintenant, tu sais, les gens disent il est volatile, il est volatile. On l'a connu où il passait de 20 000 à 3 000 $. Ouais, c'est Là, il clair. passe de 120 000 à 110, il n'y a plus personne, tout le monde s'excite. tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est important de le souligner. Ça devient véloce, tu vois. Bitcoin, à un moment, ça valait 10% la valeur de l'or. On n'est plus au début. Ça y est, on est très loin. Le marché fait 3600 milliards. D'un autre côté, donc voilà, pour moi, Bitcoin, une valeur de réserve. Un or numérique dans certaines de ses fonctions, même si on ne peut pas le comparer directement à l'or, qui est beaucoup plus vieux et qui... Bref, c'est deux choses différentes, évidemment. Mais C'est physique. c'est vrai que si tu remets ça avec des nombres d'années ou de décennies, Tout à fait. Ah non, puis c'est un bébé Bitcoin encore, Ouais. hein, si tu compares à ça. Et ensuite, tu as d'autres crypto-monnaies, et c'est ça la question. Les cryptos, on en est où? Bah, c'est comme quand les gens ils disent ouais, les cryptos ça va pas bien en ce moment. C'est comme si tu me dis la bourse ça va pas bien. Bah T'as oui. toujours une action qui marche bien. Ouais. T'as toujours, t'as le domaine de l'IA. Bah, toutes les actions vont mal, sauf dans l'IA. Ouais. Bah, les problèmes des cryptos, c'est que c'est en train de devenir ça. Il y a plus de ça va bien ou ça va mal en crypto. T'as Bitcoin, que tout le monde regarde. T'as les quelques grosses cryptos, top 20, top 50.
l'Ether est un sujet incroyable parce que si Bitcoin c'est l'or, l'Ether c'est du pétrole, quoi. Tu vois, c'est une autre proposition de valeur formidable. Mais du coup, le marché des crypto-monnaies dans son ensemble est de plus en plus adopté, régulé, que ce soit par les grandes entreprises ou les particuliers. On le voit, ouais. Et toutes les solutions, finances décentralisées, ce qu'on peut faire, ça devient de plus en plus pratique et évident. C'est quoi, toi, pour toi, en termes de... Est-ce que c'est à court terme, moyen terme, long terme, qu'à un moment donné, ça va devenir une évidence, quoi. Je veux dire, à partir de... Aujourd'hui, on est encore dans des gens comme nous, et la génération d'après nous, c'est-à-dire ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, où on est un petit peu encore, les gens qui connaissent pas, dans le flou, on sait pas trop, etc. Il y a une époque où les jeunes, ce sera une évidence. Tout à fait. Ils se diront, mais comment ça, il y avait des pièces et de la monnaie Comment ça, c'était quoi les monnaies fiat? Ouais, c'est ça. Tu vois, Ouais, c'est quoi ça Je comprends pas. Ouais, mais c'est toujours numérique. C'était numérique avant aussi. Bah oui, ouais, non, sauf non. qu'avant, c'était une base de données centralisée où les mecs ils pouvaient mettre les chiffres qu'ils voulaient. Ouais. Tu modifies pas les chiffres dans Bitcoin. Bah c'est ça. Je te dirais, pour Bitcoin, pour moi, c'est déjà fait. Parce que c'est pas pour les particuliers dans l'usage, c'est pour les institutions, c'est pour les banques, c'est pour... Enfin, tu te rends compte, BlackRock, plus gros fonds du monde, il lance un produit Bitcoin. Ils ont eu, en 2 ans, ils ont eu 10 milliards sur ce fonds. Il leur a fallu 10 ans pour l'or. Donc c'est déjà une preuve que dans l'arrivée du monde de la finance, c'est plié. La technologie de la blockchain, c'est une évidence sur plein d'autres choses. Par exemple, la tokenisation. Le Nasdaq est en train de réfléchir à, quand tu achètes une action et que tu dois avoir le règlement, est-ce qu'on te le paye sur un broker centralisé ou est-ce que tu le veux sur la blockchain? Ils sont en train de penser à ça. La plupart des sites, le New York Stock Exchange a pris des positions, ils ont investi 2 milliards dans une plateforme de prédiction de paris sur la blockchain. Donc, les géants de la finance sont en train d'aller vers la techno. Et pour les particuliers, bah, je te dirais, c'est quand ça va être invisible. C'est quand, sans le savoir, t'auras tes dollars ou t'auras tes euros, mais sans le savoir, t'auras une trace qui te permet de vérifier dans la blockchain que tu as bien 8 unités en face de tes 8 unités. Et ça, pour moi, bah, du coup, ne l'attendez pas. Parce que quand ce sera arrivé dans votre poche, vous n'en aurez pas conscience. Nous, on aura été dans les petits papiers à essayer de faire la plomberie et se mettre très tôt au bon endroit. Mais ce sera évident quand, tout comme Internet, on se passe un coup de fil sur WhatsApp sans savoir comment fonctionne le protocole TCP/IP parce qu'on n'a pas envie de savoir comment il fonctionne. Des fois, on ne sait pas si on s'appelle par Internet ou en réel. C'est ça, et tu t'en rends compte après. Non, c'est exactement. Est-ce que Bitcoin va faire son espèce et ses pièces un jour? Bah non, parce que du coup, il n'y a pas de société. Enfin, déjà, tu peux pas le rendre physique, et ensuite, c'est pas une entreprise. Ah, mais il n'y a pas de banque centrale qui peut l'imprimer. Ah, mais il pourrait dire on va décentraliser quelque chose et prendre par exemple, je sais pas, quelqu'un, un mec qui va fabriquer et il a des cotes à respecter et un jour il y aura des pièces Bitcoin. Mec. Le truc, c'est comment tu lis l'unité cryptographique à un objet physique. Ouais. Là, c'est hardcore. Le faire dans l'autre sens, ils ont réussi, mais dans ce sens-là... Mais il y a bien un mec qui va vouloir faire ça, c'est obligé. Bah, en vrai, tu peux. Tu prends ta clé privée, le mot de passe, tu mets un Bitcoin sur le compte, tu le mets dans une pièce. Mais faut que tu sois sûr que l'usine, elle a pas lu le mot de passe. Puis faut pas l'oublier dans le caddie, la pièce. Ah non, clairement. T'as pas d'entreprise, t'as pas de banque centrale. Ouais. Donc en gros, il n'y a pas de l'entreprise Bitcoin. Les gens qui... Tu sais, quand on se dit il y en a 21 millions, il n'y en aura jamais plus. Pourquoi? Parce que c'est techniquement pas possible. Donc c'est ça aussi qui augmente sa rareté, c'est que tout comme l'or, et encore l'or, on se dit un jour sur une autre planète, ou alors l'or, on pourrait... le Bitcoin, non. Tu peux pas en faire du tout. C'est ça qui rend quand même ce domaine incroyable et qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est vrai que j'ai vu ce train arriver, quand même. Je l'ai vu, moi, qui a écouté beaucoup de podcasts, qui me suis beaucoup formé pour la bourse. Et puis on va dire, moi je vois la bourse comme de l'or et c'est vrai que je vois le Bitcoin plus comme un truc aujourd'hui où je veux essayer de m'amuser, essayer de comprendre encore tout le mécanisme. Et c'est vrai que j'ai vu ça. Visa, les banques, PayPal, tout le monde commence à faire de la crypto-monnaie et je me dis mais est-ce qu'on est au début? Est-ce que le train est déjà lancé? Est-ce que c'est déjà has-been? Est-ce que ça va devenir un truc tellement courant qu'on se rendra même plus compte, ça va le rendre invisible. Je pense que c'est la direction que ça prend. Ce qui est drôle, c'est d'avoir vécu le changement de... C'est PayPal, ils refusaient les cryptos, puis après ils les autorisaient. Donc moi je vendais de la crypto contre PayPal. Le problème qu'on avait, c'est que si le client il faisait réclamation, j'ai rien reçu. PayPal nous demandait le bon de livraison. C'est du Bitcoin. Genre j'ai pas de bordereau Colissimo. C'est comme nous les mecs ils étaient remboursés. C'est un truc de fou. C'est comme nous sur YouTube où ils vous disent on voudrait le code APE et le cabis. Au début tu cherches ton code APE, gros. Réalisateur de films au cinéma. Bah ouais, y a que ça. Mais grave. On a un code APE. Mais imagine le code APE de mineur de Bitcoin. Oh là là, l'horreur. Vente de matériel informatique. C'est parce que c'est complexe qu'il n'y a pas grand monde qui comprend que... En fait, quand ça te paraît complexe, t'as soit c'est trop tard. Généralement, t'as plus envie de te mettre à jour, d'updater. Soit c'est flippant, mais il faut que je m'y intéresse. Soit
ok, il y a une complexité, mais en fait, si je comprends, je peux me positionner avant les autres. Même sentiment que nous donne à tous l'IA. Et puis même le téléphone sans câble, jamais ça marchera. C'est la résistance au changement et il faut qu'il y ait des gens qui aient vraiment pas froid aux yeux et qui y aillent, les entrepreneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on disait il y a quelques années, je me souviens, beaucoup de gens parlaient, et beaucoup de politiques aussi, avaient comme argument pour refuser par exemple de mettre un cadre autour de la crypto-monnaie, en donnant comme argument, oui aujourd'hui les crypto-monnaies ça va financer le terrorisme, il va y avoir des financements illégaux, il y a des échanges du trafic, etc. C'était un peu le cas, c'est inévitable. Qu'en est-il aujourd'hui ? Toute monnaie, tout flux. Toute monnaie évidemment, mais c'était le bon argument pour taper sur les cryptos. 3% de flux sur l'euro sont là pour servir le blanchiment d'argent, 0,3% sur Bitcoin. Enfin, ça, c'est toute proportion gardée. Sachant que le Bitcoin c'est traçable, indélébile, et même si tu achètes ta petite boulette de cannabis pour 22 €, dans 8 ans il y aura toujours la trace de ta petite boulette de... Non, c'est la pire idée du monde. Il y en a toujours un peu, parce qu'il y a des jeunes crypto-monnaies, plus ou moins opaques, plus ou moins si, mais nous par exemple, on peut plus avoir de crypto-monnaies qui ont des fonctions anonymisables, elles sont pseudonymes, voilà. Tu dois donner ton identité quand t'en achètes, elles sont pseudonymes mais pas anonymes. C'est vraiment un malentendu et une incompréhension. Les gens qui pensent que la crypto-monnaie est anonyme sont des personnes qui ne se sont pas intéressées du tout à la crypto-monnaie. Utiliser la crypto pour blanchir de l'argent, c'est une idée débile. D'ailleurs, il y a des gens qui arrivent à voler de la crypto-monnaie et des fois, elle ne bouge pas pendant 10 ans parce qu'ils n'arrivent pas à la sortir. Et comme en plus la blockchain est transparente, on te vole de l'argent, tu peux te lever le matin et vérifier le compte de celui qui t'a volé de l'argent pour voir s'il retire sur une plateforme comme la mienne. Et nous, autant dire que si on a 1 € qui arrive, qui vient d'un truc qui est signalé comme blanchiment ou activité illicite, je gèle ton compte, je le freeze, j'alerte les autorités. Donc c'est vraiment stupide de penser ça, c'est tout simplement dire j'ai pas compris. Et après, il y en a toujours un tout petit peu pourquoi, parce qu'à partir du moment où tu peux échanger, t'as des gens qui font du bien, du mal, et puis des fois... Oui, c'est vrai qu'il y a 5 ans, là, c'était un vrai sujet. On entendait tous les gens qui voulaient taper sur les cryptos parler de ça. Par contre, t'as dit un truc qui est pas tout à fait vrai, t'as dit qu'ils ont attendu ça pour mettre un cadre. Ah, pas du tout, la fiscalité est arrivée très tôt. Oui, la fiscalité, oui. La fiscalité avant. Alors ça, on sait pas trop si elle est à 30%. Paf, flat tax. Et contrairement aux actions, quand tu fais de la moins-value, tu peux pas la déduire. Tu payes quand tu gagnes et quand tu perds, en même temps, voilà. Payer les taxes sur les plus-values latentes, mais ça c'est une horreur. Non mais comment c'est possible? Alors, tu n'es pas obligé tant que tu ne repasses pas en euros pour le moment. Tant que tu es en crypto, ça va. D'accord. Après, si tu repasses en euros, oui. C'est là que tu es imposé. C'est ça. C'est ce qu'on appelle, c'est quand il y a une plus-value de cession imposable. Et il y a des choses qui vont changer, et puis peut-être même la flat tax qui va changer, et puis peut-être même tellement d'autres choses. Et l'IS, et l'impôt sur les revenus, et la taxe foncière, et voilà, t'en veux d'autres. Donc, ok, comment ça fonctionne aujourd'hui quand tu as des bitcoins et que c'est quand tu vas les sortir en euros que tu auras tes 30% de taxe? C'est quand tu fais un change vers, à l'heure où je te parle, parce que la fiscalité évolue, c'est quand tu vas faire un change de crypto-monnaie vers une monnaie fiat, j'allais dire stable, non, fiat, donc de l'euro ou du dollar, ou techniquement, si tu as une carte de crédit où tu peux payer en crypto, au moment du paiement. Tu prends tes 30%. Quand il y a un change pour compensation. Donc c'est-à-dire que si tu veux remettre sur ton portefeuille, sortir de la crypto en euros pour les réinvestir sur par exemple autre chose, c'est quand même à ce moment-là que tu payes. Tout à fait. Si tu as mis 10 000, tu montes à 20, d'accord? Si tu retires, je sais pas moi, 5 000 €, techniquement, tu es censé dire que dans ces 5 000 €, la moitié de ton portefeuille, c'est ta mise initiale, la moitié, c'est de la plus-value. Donc dans les 5 000, tu as 2 500 € où tu appliques la flat tax. Le truc, c'est que c'est compliqué à calculer, puis ensuite, tu vas retirer un montant, donc il te reste temps, combien c'est ta plus-value? Mais c'est à toi de gérer ça. C'est à toi. Parce que moi, je travaille avec des brokers en bourse où c'est automatisé. Nous, on te l'automatise. Par exemple, chez nous, à la fin de l'année, ton comptable, il veut pas faire son calcul. Il veut nous dire combien je dois payer. Et nous, on est la plus-value, déduction des frais de la plateforme, etc. On te dit, voilà, ta plus-value, si tu dois déclarer, c'est tant. Si tu restes, pour l'instant, on touche pas la flat tax. Tout à fait. En fait, ça va vraiment dépendre toujours de, est-ce que tu es un particulier? Là, moi, j'ai vraiment répondu comme un particulier quand tu changes. Une entreprise, ça va être comme un de ses investissements, donc ça va rentrer dans ton régime de gestion. Une entreprise, si elle a 10 000 et qu'elle fait 10 000 de plus-value, elle va payer ses 25% de sur les exactement. Tous les ans. Exactement, comme ton panier d'investissement. Ok, c'est intéressant à savoir parce qu'il y a aussi des gens qui ont des entreprises et il y a aussi des gens qui sont beaucoup animés par le monde des crypto-monnaies. Et il y a, je pense aujourd'hui, de plus en plus de gens, tu vas peut-être pouvoir répondre à cette question. Enfin non, tu vas répondre à cette question parce que je sais que tu as la réponse. Est-ce que les entreprises aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup au début vu des particuliers en disant je vais faire ça, je vais investir, je vais acheter des bitcoins, je vais essayer de... Voilà. Est-ce que les entreprises s'y mettent? On est toujours réticent, on a toujours peur de notre trésor, on a toujours peur d'avoir ce pilier central de l'entreprise et de se dire
le mettre en crypto, qu'est-ce que je fais, etc. Sur les mandats, on a des grands groupes connus en France qui sont venus chez nous pour mettre une partie de leur trésor. Généralement, c'est raisonnable. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais investir comporte des risques de perte partielle ou totale de capital. N'investissez que le capital que vous êtes prêt à perdre. Il a trop répété. Si vous sautez en parachute sans parachute, ça va faire mal. Enfin, c'est exactement la même chose. La réalité, c'est que ce qui est recommandé par beaucoup de gros fonds maintenant, c'est d'aller investir une part raisonnable. En gros, le but, c'est pas de tout miser sur Bitcoin, mais c'est de ne pas tout miser sans Bitcoin. C'est ça, l'approche. Et donc, il y a des gens qui mettent entre 5 à 15% de leur trésorerie épargnée dessus. Ça va être la part de ton portefeuille la plus volatile, la plupart du temps, si tu prends aucun risque. Si tu prends des actions en bourse, c'est presque aussi volatile. Mais si tu as une part de trésor et que tu veux prendre une petite partie un peu plus risquée, eh bien, mettre du Bitcoin ou mettre un petit mandat de crypto-monnaie dessus, ça te permet de diversifier ton portefeuille. Et ça dépend des convictions que tu as personnellement, parce qu'il y a des gens qui croient en Bitcoin et ils vont mettre une plus grosse part. Tu te doutes bien que moi, si tu regardes mon patrimoine et que tu regardes le montant en crypto, je suis pas à 15 points sur les cryptos parce que c'est le sujet qui m'intéresse et que je creuse. Ça s'est vraiment décuplé les entreprises qui commencent à mettre leur trésor. Par rapport à 2020 où elles ne savaient pas si elles pouvaient, je vais même te dire, en 2020, je devais avoir quelques entrepreneurs, quelques entreprises. Et ça venait de clients qui étaient convaincus, qui ont gagné et qui après ont mis leur boîte. Et là maintenant, on a régulièrement des boîtes qui viennent pour des montants ou même qui créent leur compte sur la plateforme pour acheter quoi. La boîte, elle fait son truc, elle sécurise son compte. Elle vient acheter par exemple 500 € par mois de Bitcoin. Elle met un DCA, on appelle ça un achat automatique. Elle règle ça sur notre plateforme, elle fait son virement automatique tous les mois et puis elle met une pièce quoi. Et dans la technique, je me posais la question, quand l'argent en euros arrive sur ton compte en euros de chez Meria, votre but... Enfin, comment vous le transformez en crypto-monnaie? Est-ce que, vu que vous êtes broker, tout à fait. Comment ça fonctionne? On est connecté à plusieurs plateformes d'échange. On doit respecter ce qu'on appelle la Best Order Execution. En gros, j'ai pas le droit d'aller l'acheter à 550 alors qu'il est à 500 quelque part pour gagner de l'argent. Je dois faire le mieux avec les outils techniques que j'ai et mon câblage. Et à ce moment-là, nous on est câblé sur 8 plateformes et des plateformes décentralisées. En ce moment, comme on est en train de passer sur la licence MiCA, on n'aura plus le droit de bosser avec toutes les plateformes qui ne sont pas conformes. L'Europe nous protège. Elle te protège et tu dois acheter ici et investir là. Mais bon, on respecte ce câblage-là, on va bosser qu'avec des plateformes qui sont régulées elles aussi, et nous, on va instantanément aller sur les marchés, ce que tu peux faire toi-même finalement en allant sur non pas un broker, mais un exchange. Voilà. Et là, tu as tes ordres d'achat, tes ordres de vente, et on va exécuter en mode, on a de l'euro ou on a du dollar. Des fois, on doit passer par un stablecoin ou par une autre crypto-monnaie pour arriver à la crypto que tu veux. Tu veux acheter du Bitcoin, tu peux l'acheter en euros et dollars. Tu veux du Piglouf 34, autant je vais devoir acheter de l'Ether pour aller dans un protocole pour acheter du Piglouf, tu vois. Parce que c'est vachement intéressant de parler de ça, parce que les abonnés, je pense qu'ils vont se poser la question. Moi, j'ai beaucoup fait de vidéos où j'expliquais comment tu achetais des actions. Tu prenais de l'euro, tu le mettais sur un compte en bourse, et puis tu viens acheter des lignes d'actions, mais où va cet argent? Cet argent, elle arrive dans les comptes de l'entreprise. Et cette petite part va servir à l'entreprise pour son développement, etc. Là, c'est vrai qu'une fois que tu vas arriver sur ces plateformes où tu vas échanger du dollar ou de l'euro pour acheter des crypto-monnaies, ces euros, ils vont encore où? C'est ça, en fait, tu dois, et c'est drôle parce que quand tu te fais réguler, et ce qu'on est en train de faire sur la nouvelle licence, tu dois justifier tes schémas de flux à l'autorité des marchés financiers. Alors ça, c'est une autre entité de régulation, mais... Très sympa, j'imagine. Même MIF. Et en gros, pour faire très très simple, tu vas utiliser cet argent en fonction de ton schéma, parce que tu as différentes entreprises, tu as des exemptions de comment tu fais, est-ce que tu as le droit d'utiliser l'argent du client pour acheter pour lui, etc. C'est compliqué. Mais pour faire simple, tu achètes la crypto-monnaie, à ce moment-là, la crypto-monnaie appartient au client, son argent t'appartient, l'argent appartient à l'entreprise dans ses ressources, la crypto-monnaie appartient au client, et même si on la détient pour toi, on a ce qu'on appelle une ségrégation des fonds. C'est-à-dire que les fonds de l'entreprise Meria ne sont pas au même endroit que les fonds de ses clients. D'ailleurs, nous on le dit, les risques qu'on a, ce sont des risques de hack. Mais ce ne sont pas des risques de qu'est-ce qui se passe si Meria fait faillite? Si tu fais faillite parce que tu n'as plus d'argent, tu déposes le bilan, mais tu n'as pas perdu l'argent des gens. Parce que je suis censé avoir un pour un l'argent que tu déposes. Par contre, on sécurise ça dans un coffre-fort numérique, et autant dire que les assurances, c'est pas comme les banques, sur des hacks informatiques, t'as pas d'assurance dans le monde de la crypto. Donc nous, on met tout sur la sécurité. Par contre, cet argent est utilisé au début pour acheter la crypto-monnaie que tu veux. En fonction de la crypto que tu veux, on va suivre un schéma plus ou moins compliqué. Des fois, on va dans la blockchain acheter des petites cryptos, c'est un enfer. Tu passes d'une crypto à une autre pour finir par avoir ce que tu veux. Et ensuite, on le prend et on le coffre, finalement. On le sécurise pour toi, ou alors on le met sur le validateur pour générer des intérêts et faire du stacking. On récupère les intérêts, on crédite ton solde et tu vois tout sur ton application, ou alors sur ton compte, parce qu'il n'y a pas que nous, évidemment. Il y a plein de belles boîtes, il y a des belles boîtes françaises également qui sont là depuis longtemps, des belles boîtes en Suisse également, qui proposent des services qui sont similaires aux nôtres. Trop intéressant de savoir que fait le trajet de l'euro de la personne qui va peut-être l'avoir en espèces, la mettre sur son compte. Et ensuite, clairement. C'est fou, quoi. Mais si tu veux, un jour, je te montrerai quand tu mets 1 euro pour acheter des bitcoins,
et 1 euro pour acheter un tout petit truc dans la blockchain, et je te montrerai une petite vidéo simple où je te dessinerai le schéma de flux de ce que font mes équipes. Tu le reçois, tu changes contre ça. C'est vraiment t'échanges du maïs contre du blé, puis du blé contre du pain, puis le pain, tu peux le revendre au village parce que le mec, il voulait une terre particulière, tu vois, c'est exactement ça. Donc la seule petite part qui reste chez nous, c'est notre commission. Et puis ça paye les salaires. Exactement, parce que la réalité, c'est que si tu veux 10 000 euros de bitcoin, bah on te vend pas nos bitcoins à nous. Bah oui. C'est pas toi qui achètes 10 000 à Meria indirectement. Bah oui. Dans le flux, ça peut être le cas quand tu utilises tes fonds propres, mais dans la réalité, bah moi, je vais aller sur une plateforme pour trouver le bitcoin au meilleur prix. Et j'arrive en disant, bon bah j'ai 10 000 euros pour acheter ce que je viens chercher, évidemment. C'est excellent. Tu payes tes salariés, Meria Non, on a Bitcoin arrêté. Non, on peut pas payer en crypto, c'est compliqué. Tu sûr. pourrais le faire légalement, je crois, aujourd'hui, mais compensation, droit du travail, tout plein de trucs. En France, aujourd'hui, c'est délicat. Ouais, délicat, d'accord. Okay. Sachant que s'ils veulent, ils sont payés en euros, ils déposent sur leur compte Meria et oui, ils changent. ça se change direct. Non, mais ça aurait pu être drôle que tu me répondes oui, quoi. T'as une vidéo sur ta chaîne qui explique le principe de la crypto-monnaie et de la blockchain. Oui, je dois en avoir que je renouvelle. J'ai des trucs en mode comment acheter ses premières cryptos, comment les échanger, comment les sécuriser, comment fonctionne un portefeuille, comment le créer parce que pareil, c'est bien beau d'avoir de l'argent chez nous, mais si tu veux pas qu'on le gère, nous on peut même te recommander de le mettre sur ton portefeuille, à toi, de le sécuriser. Donc tous ces principes de base là, j'ai des vidéos tuto, je crois que c'est vidéo tutoriel débutant, et j'ai des vidéos qui sont les plus anciennes de ma chaîne où c'est quoi, comment ça marche, et bientôt je vais refaire un truc un peu emblématique de pourquoi j'achète du Bitcoin. Vraiment toutes les raisons qui font que pour moi c'est un actif qui est ouf. Bah oui. Et je vais faire ça. Et bah ce qui est bien, c'est que vous pouvez retrouver des vidéos dans ta chaîne. Il va falloir peut-être fouiller un peu parce qu'il y en a c'est peut-être un peu emmêlé là-dedans. Si vous avez envie de vous intéresser à ce monde-là des crypto-monnaies, les amis, moi c'est un monde qui m'anime beaucoup. Alors oui, j'ai eu des variations d'investissement. J'avoue que quand j'ai acheté du Bitcoin à 24 et qu'il est monté à 100, j'avoue que je me suis dit, bon, je sors une partie, mais je suis toujours sur les marchés, j'ai toujours mon portefeuille, je suis toujours investisseur. Mais c'est vrai que moi j'ai eu peut-être au départ la mauvaise idée de le voir comme une diversification assez simple et de dire bah, je fais de la bourse, je fais de l'immobilier, j'ai mes bécanes de collection qui sont derrière et je fais un peu de crypto. Ouais. Et c'est vrai qu'une bécane, l'année d'après peut perdre 500 balles. C'est vrai que quand tu fais de l'immobilier, tu fais rarement moins 50% sur l'année, voilà, sauf si tu as de l'amiante dans les murs, tu vois. Ouais, c'est ça. Dans les crypto-monnaies, c'est possible. Ouais. Et encore, normalement, tu es censé diversifier, mettre du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la base, la racine de. Mais en effet, c'est surtout quand on va sur les plus petites cryptos plus risquées. Pour moi, il faut jouer le temps long. C'est ça. Si on joue la semaine sur les cryptos, autant aller au casino, quoi. Et en fait, c'est ce qui m'a réussi parce que la réalité, c'est qu'il y a plein de gens sur Internet, ne vous faites pas avoir les amis qui vont vous dire ouais, les crypto-monnaies, investissez là, moi je vais vous faire un truc, allez sur mon canal Telegram, etc. En fait, la réalité, c'est que il faut pas matérialiser une perte comme ce que j'ai failli faire si j'avais viré mon argent en me disant vas-y, je récupère mes 40 000, j'ai mis 100. Ça fait 4 ans que c'est à 40, c'est bon, je récupère les 40, je fais autre chose. Non, en faisant ça, j'aurais matérialisé ma perte. Ce que je n'ai pas fait, j'ai attendu en me disant attention, j'ai le luxe d'attendre, faut dire la vérité. Et surtout quand on est sur des cryptos de confiance, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'être sur des petites cryptos, elles ont été divisées par 3. Ouais, là tu commences. Si t'attends encore un petit peu, elle va se matérialiser ta perte. Il y a des cryptos qui sont mortes, qui valent plus rien, et ça, les gens. Mais c'est vrai que sur le top, sur les grosses crypto-monnaies, le top 2, Bitcoin, Ether. Voilà, c'est ça. C'est pas la même chose. Ce que j'ai fait. Moi, mais tout comme Internet au début, quoi. T'avais presque tout. Mais j'avais envie d'être là-dessus et avoir du Bitcoin et Ether, ce que j'ai toujours en majeure partie, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir en se disant finalement faut le voir quand même sur du long terme. Et à un moment donné, quand vous serez dans la plus-value, peut-être que ça redescendra. Mais le temps fera que dans tous les cas, vous serez sur la plus-value. Alors oui, ça fera peut-être plus ça, comparé à d'autres choses. Mais par contre, il y a un moment donné, il faut attendre et il ne faut pas matérialiser sa perte quand ça descend. C'est toujours les gens vont investir et se dire j'ai perdu. Oui, mais attends. C'est aussi pour ça que sur Bitcoin, les gens disent qu'il faut investir que ce qu'on est prêt à perdre. Voilà. C'est pas simplement parce que oui, c'est risqué, c'est vrai, c'est un fait, on peut perdre de l'argent. Mais c'est surtout parce que si tu n'es pas prêt à le perdre, tu vas paniquer. Bah oui, c'est ça. Et tu sais, on voit cette courbe de quand ça monte, ça va monter encore, je vends pas, ça commence à redescendre, j'attends que ça remonte, j'aurais dû vendre quand c'était en haut, je vends, je panique. Là, ça remonte en mode, merde, j'aurais pas dû vendre, je rachète, et non, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu investis ce que tu n'es pas prêt à perdre, tu mets des émotions dedans, c'est décorrélé. D'ailleurs, au début, quand tu achètes de la crypto, tu regardes toutes les 2 heures. Ouais, c'est clair. Moi, si je regarde toutes les 2 heures aujourd'hui, je me fous en l'air. J'ai vraiment eu des semaines où les montants que je perds sont considérables. Ouais. La semaine après, j'ai l'impression de gagner des... Non, t'as juste comblé le trou que t'as fait la semaine d'avant. Faut viser le temps long, éviter les petites cryptos quand on est débutant, parce que sinon, ça peut plonger et ne jamais remonter, c'est vrai. Très important. Et se concentrer sur les grosses, ou alors investir la plus belle ressource qu'on ait, notre temps.
Voilà, si on se renseigne, si on apprend, on peut découvrir les cryptos avec 20 € aujourd'hui. D'accord? Chez nous, je crois que c'est 20 ou 30 € le minimum. Et on va même vous faire un code où si vous arrivez, que vous mettez quelque chose, vous avez de l'argent qui est déposé sur votre compte qui est bloqué, vous avez un petit quelque chose. Donc prendre le temps de déguster, de comprendre comment fonctionne ce monde. C'est vrai que c'est plus difficile. Moi, j'ai l'habitude de faire des vidéos assez bourse. Et c'est vrai que c'est plus difficile en crypto-monnaie parce qu'on a ce problème où on se dit je vais vendre, je vais acheter, etc. Encore une fois, renseignez-vous. Moi, il faut savoir que avant de mettre 1 centime, j'ai attendu 3 ans. J'ai regardé ces vidéos, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai même acheté des formations, j'ai fait la même chose pour la bourse. J'ai vraiment fait plein de choses comme ça pour me dire, bon, ça y est, je suis prêt psychologiquement et j'ai mis 2000 €, les gars. Alors, je pouvais mettre plus à l'époque. Et j'ai commencé à voir comment ça fonctionnait, etc. Mais c'est aussi sécuriser notre avenir en faisant des choses comme ça, mais pas en faisant n'importe quoi. Les gens qui vont vous dire, mettez 10 000 là, mettez 10 000 là, non. Ne vous faites pas voir avec ça parce que c'est un énorme fléau sur Internet aujourd'hui, sur Instagram, sur TikTok, sur les canaux Telegram. L'argent rapide existe, mais uniquement parce qu'on peut le perdre rapidement. Ouais. L'argent facile, lui, il n'existe pas. Les crypto-monnaies, c'est incroyable, c'est technologique, c'est fascinant. Il y a quelque chose de profond, il y a un vrai changement. Et c'est pour ça qu'en réalité, avant même d'investir de l'argent, investissez votre temps. Et quitte à commencer, faites-le avec 50 €. Amusez-vous à créer un compte, achetez 50 € et retirez-le sur votre propre portefeuille pour comprendre la dynamique. Ouais. Ça n'a pas de coût. C'est raisonnable, mais avant de risquer, avant de se positionner, là, il faut prendre du recul. Et le recul, ça demande un petit peu d'expertise et donc de la patience. Exactement, mais comment dire mieux, le premier temps à investir, c'est même celui sur lequel vous allez regarder les vidéos, les amis, et vous former. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Merci de m'ouvrir cette porte, en espérant que les gens aient une bonne expérience et qu'ils soient prudents au départ. Ouais. Et je reviendrai faire une mise à jour quand tu veux. Ouais. Franchement, est-ce qu'on est capable d'investir sur un portefeuille crypto dans un tank et d'acheter des tanks virtuels. Et on fait le point tous les X années sur l'évolution. On verra si les abonnés valident dans les commentaires, les gars, c'est vous qui direz. Dans le tank, vraiment? Je pourrais conduire? Mais alors, le tank... Faut la licence, moi, ou pas? Très dur à conduire. Ah ouais? Ah oui, non, vraiment très dur à conduire. Et le problème, c'est qu'investir dedans, ça sera pas possible parce qu'il est... Pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Et si on ouvre téléphone, si tu fais ça, il y en a. Si tu fais ça, il n'y a plus de réseau. Parce qu'il est anti-atomique. On met un Starlink sur le toit, on tire un câble, on se met en dessous. Ah ouais, par contre, ça c'est une dinguerie de faire ça. Ça c'est une dinguerie. On se met dans le truc et puis et on tourne. Il y a de la place pour combien de personnes dedans? 2 ou? Derrière, tu peux être 3. Mais 3, attention, hein, c'est pas le salon. Mais faire le petit point dans un tank, c'est stylé. C'est génial, c'est génial, j'ai envie de faire ça. Et puis on va vivre les hauts, les bas. Non, c'est intéressant, j'aime beaucoup l'idée, on va mâcher le truc. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, si vous voulez retrouver sa chaîne YouTube, on vous la met en description. Merci à vous les amis de regarder ces vidéos, je sais que ça vous intéresse. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des choses que j'ai peut-être pas forcément fait, des vidéos que je pourrais faire aussi. J'aime bien toujours avoir vos avis. On est bientôt 500 000 sur cette petite chaîne YouTube, on est à 3000 abonnés d'être 500 000. Donc je compte sur vous les amis, je fais petite chaîne secondaire. Oh, ta chaîne secondaire va me bouffer ma chaîne. Non, j'ai quand même beaucoup de chemin à faire. N'oubliez pas de vous abonner et puis merci à toi. Merci à toi.